Et j'aimerais tout d'abord vous inviter à penser à un leader, femme ou homme, influent ou influente, avec laquelle que vous aimeriez rencontrer et puis avec laquelle vous aimeriez collaborer. Essayez de penser à une personne qui vous inspire, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer et avec qui vous pourriez mettre en place vraiment une collaboration intéressante. Une personne généralement difficile d'accès pour rendre un peu le challenge un peu plus percutant. Et puis on verra à travers la présentation, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent vous aider à développer une stratégie et à vous préparer à organiser une rencontre avec cette personne, comment l'aborder, quoi proposer comme collaboration éventuellement, et puis comment construire un réseau de leaders influents. Et donc, c'est un peu l'histoire que j'ai parcourue, que j'ai vécue en travaillant dans 5 pays différents, et puis avec pas mal de missions à l'international dans différents pays. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler ici au Canada, au Maroc, en Turquie, au Qatar aussi, et puis un peu en Angleterre. Et donc, c'est ce qui m'a permis un peu à travers les années de construire un réseau international de dirigeants dans des organisations publiques, privées, dans les organisations à but non lucratif aussi. Donc, sans plus tarder, je vais commencer mon histoire. En 2013, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une chaîne de télévision d'information internationale qui s'appelle Al Jazeera. Al Jazeera, dans le monde arabe, c'est la chaîne de news numéro 1 qui est la plus vue. Al Jazeera English aussi est reconnue quand même pour sa qualité de journalisme. Elle est classée dans le top 3 à 5 mondialement. Dans un poste qui, nouvellement créé, combinait en fait mes 2 grandes passions et mes 2 grandes forces. La première, c'est la formation. Et puis la deuxième, c'est le développement des partenariats internationaux. Donc le poste était Head of Business Development. Donc j'étais responsable des partenariats internationaux dans le domaine de la formation. Alors, je vous expliquerai après comment la rencontre de 2 leaders influents a précédé l'accès à cette opportunité-là, en fait, qui était complètement imprévue de mon côté, mais qui s'est présentée et puis que j'ai essayé de saisir à travers ça. Alors, bien sûr, Al Jazeera est un brand qui est quand même connu et respecté dans le domaine des médias et journalisme, et il ouvre la porte à l'accès à différentes organisations. Donc, quand je suis rentré en poste, vu que j'avais travaillé depuis un certain nombre d'années, et puis j'avais cette mission de contribuer à former de nouvelles générations de jeunes leaders et d'entrepreneurs sociaux qui se préoccupent véritablement du bien-être de tous les humains et de la protection de la nature. Parce que malheureusement, on retrouve que ce soit dans nos gouvernements, dans nos corporations, des gens très souvent motivés par la cupidité, puis qui n'ont pas une grande préoccupation ou pas une préoccupation authentique du bien-être vraiment de tous les humains et puis de l'environnement dans ce qu'ils font. Donc, une de mes missions de vie, justement, c'est de contribuer à former et puis à connecter ces jeunes générations de leaders, d'agents du changement et puis d'entrepreneurs sociaux. Alors, arrivé là-bas, on m'a donné un peu feu vert pour développer n'importe quel type de partenariat à l'international qui serait aligné avec la stratégie de la chaîne. Alors, je leur ai posé la question, qui est-ce qu'on voudrait influencer comme audience de manière prioritaire? Surtout qu'on est dans le domaine un peu du edutainment. On est dans l'entertainment, mais aussi dans l'éducation. Et on est arrivé à la conclusion qu'on aimerait influencer positivement des jeunes qui sont des acteurs du changement positif dans leur société à travers le monde. Alors, on a commencé à chercher un peu quels sont ces réseaux internationaux, ces communautés globales qui sont arrivées à identifier et puis à ramener, à rassembler dans des communautés d'impact ces jeunes qui apportent ce changement positif. Et en se posant la question, où se trouve aujourd'hui la plateforme des leaders la plus influente dans le monde, dans laquelle les dirigeants de nations, les CEO de multinationales se rassemblent chaque année pour décider des agendas globaux, discuter des tendances futures, etc. Et on s'est rendu compte que c'est le Forum économique mondial en Suisse à Genève, qui organise annuellement le grand sommet de Davos, généralement fin janvier, donc qui rassemble ces dirigeants du monde gouvernemental, corporations, etc., pour discuter de tout ça. Et dans ce Forum économique mondial, il y a différents réseaux de leaders. Parmi eux, il y a les jeunes leaders de 20 à 30 ans qui s'appellent les Global Shapers, et aussi un autre réseau qui s'appelle The Forum of Young Global Leaders, qui rassemble des chefs d'État comme Macron ou Jacinda Ardern, qu'on a mentionné un peu avant,
Et voilà, donc ils ont tous ces réseaux différents. Et la question est, OK, comment on accède à ce genre de réseau-là? Parce que ces événements-là sont sur invitation seulement. Et ces invitations sont payantes. Ça va de 150 000 $ la place individuelle à 600 000 $ pour un abonnement premium pour assister à ce genre d'événement. Alors, quand on les a approchés, bien sûr, il fallait proposer une valeur ajoutée. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient faire un partenariat avec nous? Pourquoi est-ce qu'on aurait accès à leur réseau de leaders? Donc, on s'est dit à ce moment-là, OK, il faut qu'on se mette à leur place. À quoi on peut leur bénéficier? Vu qu'on est un réseau médiatique, on s'est dit, pourquoi ne pas leur donner des formations gratuites en production médiatique à ces jeunes qui ont tous des histoires inspirantes de changement social positif. Et puis, qu'ils arrivent à raconter leur histoire dans des contenus médiatiques qu'on peut, nous, disséminer à travers les différentes chaînes qui forment notre réseau et peut-être même qu'ils pourront les utiliser avec d'autres médias globaux et donc partager ces histoires inspirantes et inspirer des jeunes à travers le monde pour faire des choses identiques ou améliorer. Et donc, cette proposition de valeur a convaincu, mais ce n'était pas suffisant. World Economic Forum sont très, ils se préoccupent beaucoup de leur brand, de leur marque. Ils ne veulent pas s'associer avec un brand sulfureux, un peu comme Al Jazeera, ou qui est un petit peu controversé. Et donc, c'est là où j'ai découvert la fameuse citation « It's no more B2B, it's no more B2C, it's H to H, human to human ». C'est toi qui as inventé? Non, ce n'est pas moi. Moi, je l'ai pris, je l'ai découverte. Je l'ai découverte et là, j'ai compris son sens. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a invité les dirigeants d'une de ces communautés à venir à notre forum annuel. Alors, j'avais la responsabilité d'organiser une partie de ce forum-là, donc je les ai invités comme speakers. Et là, s'est établie la connexion personnelle. Juste après cet événement, ils nous ont invités, ils m'ont invité à aller former justement le réseau de jeunes leaders pour lesquels, par exemple, Coca-Cola paye 1 million de $ annuellement juste pour l'accès à ce réseau, pour pouvoir recruter à travers le monde dans Coca-Cola, dans les différents pays, à travers ce réseau de jeunes leaders. Donc ça m'a appris vraiment l'importance du contact humain. Alors je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Je suis resté à Al Jazeera 3 ans. Il y a une crise économique 2015-2016. Al Jazeera, pour la première fois de son histoire, a supprimé 500 postes. Donc mon poste a été supprimé parmi les 500. Bonne nouvelle, parce que ça m'a permis de retourner ici au Canada, de créer ma compagnie, etc. Et puis de construire un peu sur ces réseaux-là que j'avais développés. 2016, je me suis dit, pourquoi attendre d'être sélectionné dans un réseau des leaders? Parce que finalement, on est à la merci. S'ils ne veulent pas nous sélectionner, on ne peut pas accéder à ces réseaux. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer un réseau des réseaux? C'est-à-dire, j'inviterai les dirigeants des plus grandes communautés globales de jeunes leaders et d'entrepreneurs sociaux, et puis on formerait un nouveau conseil qu'on a appelé The Council of Global Youth Organizations. Et donc, j'ai pu trouver du financement à travers un think tank qui organise une conférence annuelle, et donc qui a payé pour les billets d'avion, l'hôtel 5 étoiles et tout de ces dirigeants-là, et on a pu les rassembler. Alors bien sûr, pouvoir les rassembler en personne est important, parce que ça crée, encore une fois, ces contacts, cette relation individuelle et personnelle, et puis c'est ça qui rend en fait la collaboration par la suite plus facile, parce que le but de ce forum-là, c'est justement de créer des relations personnelles pour qu'après, ils puissent se contacter entre eux quand il y a des projets, que ce soit à des échelles nationales ou internationales, qu'ils puissent discuter de mettre en place des synergies et puis accélérer leur impact social. Après, vu que j'avais travaillé un peu dans le domaine de la formation de ces jeunes leaders et entrepreneurs, j'ai lancé ma compagnie de formation et coaching dans tout ce qui est leadership, entrepreneuriat social, innovation. Et donc, ça m'a permis un peu de bâtir sur ce réseau-là. Une des histoires, c'est que je n'ai pas beaucoup investi vraiment dans le marketing ou la publicité, mais c'est beaucoup passé à travers le bouche à oreille et puis encore une fois les contacts personnels. Donc, en revenant au Canada, donc je me suis installé à Ottawa et j'ai décidé de contacter Saad Bachir, qui était à l'époque le Chief Information Officer de la ville d'Ottawa et qui était aussi directeur du développement économique et innovation. J'arrive dans une nouvelle ville, je ne connais personne, et je me dis, pourquoi pas contacter cette personne-là et puis dire, voilà, je suis nouvel arrivant, je ne connais personne, et puis voilà ce que j'ai fait dans mon parcours, voilà ma mission qui m'anime, j'aime former les leaders, les entrepreneurs, etc. Il m'a très très bien reçu,
au point qu'il m'a ouvert son carnet d'adresses, m'a permis de rencontrer différents dirigeants à Ottawa. Et Saad a été nommé Chief Technology Officer de la ville de Seattle quelques années après. Alors Seattle, c'est un peu la Silicon Valley du nord-est des États-Unis, du nord-ouest, pardon, des États-Unis, où il y a Boeing, Starbucks, etc. Et un jour, il m'a dit, est-ce que tu peux venir donner une formation, mais on ne te payera pas. C'est 1 heure, j'ai mon équipe de direction, on peut te payer le billet d'avion, l'hôtel, mais on ne te payera pas. J'ai dit, écoute, avec plaisir. Donc, je suis venu, j'ai donné cette formation. Il m'a dit, écoute, même si tu n'es pas payé, on va en parler. Et puis, ça va être l'occasion de te faire connaître. Effectivement, quelques temps plus tard, il m'appelle pour me dire que la Chief of Staff de Microsoft, qui ont leur siège global à Seattle, qui travaille avec un des Global Vice Presidents de Microsoft, voudrait organiser une formation en ligne pour à peu près 200-300 leaders et senior engineers. Et donc, ça a commencé comme ça. On a donné la première webinaire. Ils étaient contents. Ils nous ont dit, pourquoi pas organiser ça tous les mois, apporter une personne inspirante qui peut parler à ses équipes sur différents sujets d'intérêt. Et là, j'ai pensé à faire appel au Chief HR Officer du Forum économique mondial, justement, un gars qui partage beaucoup mes valeurs et puis qui est aussi dans le domaine du développement du leadership et du leadership éthique, et de lui proposer de me rejoindre pour inviter des personnalités chaque mois à faire ça. Donc, ça a été l'occasion de mettre en place une collaboration avec Paolo. Alors, c'est sûr, je pouvais prendre le mandat tout seul, peut-être je me ferais un peu plus d'argent avec ça, mais se mettre avec Paolo, c'est aussi une figure qui a aussi son réseau international, parce qu'il était au Forum économique mondial, donc pendant plus d'une dizaine d'années, il rencontre vraiment des personnalités. On partage la même passion pour le développement du leadership, les mêmes valeurs. Et donc, ça a été l'occasion, justement, de mettre en place cette collaboration avec Paolo. Et donc, quand j'ai publié mon livre, il y a à peu près 2 ans, Humanizers ou Humanisateurs, forcément, Paolo a été l'un des premiers aussi à recommander le livre. Wadil, qui est un ami qui était aussi au Forum économique mondial. Et donc, voilà, des fois, on construit un réseau. On ne sait pas quand est-ce que ça va nous être bénéfique. Mais une des choses qui m'a beaucoup aidé, mais je laisserai ça peut-être pour la période des questions, I feel very blessed. C'est-à-dire, je ne me dis pas c'est parce que moi je suis brillant que j'ai rencontré. Non, c'est mes croyances spirituelles m'inculquent que c'est vraiment un bienfait divin qui organise des opportunités de rencontres avec des personnalités. Et puis, depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de rencontrer vraiment différents leaders, des chefs d'État qui m'ont inspiré par leurs valeurs humaines, parce que je suis très attiré par les leaders qui ont vraiment des qualités comme l'humilité, la sagesse, la bienveillance. Et c'est avec ces personnes-là que j'aime connecter et puis apprendre aussi, et puis développer des collaborations. Vous allez peut-être reconnaître des chefs d'État ici de différents pays. Et pour finir, une des belles rencontres que j'ai faites ici à Montréal, Madame Danielle Henkel, je suis sûr que beaucoup de monde la connaissent, grande entrepreneur qui s'est fait connaître à travers l'émission Dans l'œil du dragon, dans laquelle elle était investisseur pendant plusieurs années, et puis même avant, je pense qu'elle a ramené le gant marocain, elle l'a introduite ici au Québec. Et donc, ça a été une des rencontres dans un événement d'entrepreneuriat HEC Montréal. Je venais avec le brand Humanizers. On a trouvé une connexion, elle est dans le bien-être esthétique, moi plus dans le bien-être psychologique et l'épanouissement. Et puis, je lui posais la question, quels étaient ses projets actuels, qu'est-ce qu'elle essayait de faire en ce moment. Elle me parlait d'une chaîne digitale, je pense que ça s'appelle Daniel Henkel TV. Et là, je lui dis, écoute, j'ai travaillé à Al Jazeera, on a lancé une chaîne digitale qui s'appelle AJ+. Ça me ferait plaisir de partager avec vous des idées pour vous aider justement à comment la lancer. Super, elle m'invite quelques jours après au siège de ces entreprises. On s'assoit tous avec elle, avec son équipe digitale, on partage des idées. Elle m'offre son livre, l'autobiographie, 2 livres dédicacés. Et ça a été vraiment une très, très belle connexion avec Madame Henkel. Et donc, pour finir, rapidement, et puis wrap up, ce que j'ai compris à travers les années et ces expériences, c'est que ce pouvoir de networking, avec justement ces personnalités célèbres et influentes, c'est une combinaison de 4 éléments. Un mindset, un état d'esprit qui fait en sorte qu'on n'est pas, intimidé par l'approche de ces personnalités. Ce n'est pas parce qu'elles sont célèbres et connues qu'on doit perdre nos moyens et puis qu'on doit être déstabilisé dans leur rencontre.
Et je vais parler d'un élément du mindset un peu plus tard. Skill set, des compétences. Comment on approche les gens, comment on met en place une collaboration. Stratégie, ça prend aussi d'étudier ces personnes. Qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi leur projet actuel, qu'est-ce qui les passionne, pour pouvoir justement essayer de contribuer, d'apporter quelque chose. Et les opportunités de la vie. Des fois, des opportunités se présentent. Elles ne sont pas calculées. Soit on est préparé pour les saisir, ou on ne l'est pas. Mais des fois, souvent même, ces opportunités viennent nous surprendre. Une autre leçon apprise, c'est qu'on n'est ni supérieur ni inférieur à personne. Et ça, c'est important quand je disais dans le mindset, c'est pas voir des personnes parce qu'elles sont des chefs d'État ou des CEO de multinationales qu'elles sont là, et nous, on est là parce qu'on n'a pas le même revenu, on n'a pas le même titre, on n'a pas le truc. Donc, c'est comme si notre culture nous montrait qu'on vit dans des pyramides sociales, et puis on voit des gens qui sont plus riches et sont là, puis moi, je ne suis pas aussi riche, donc je suis là. Non. J'ai appris à voir les choses vues de haut. Tout est plat, on est tous égaux, il y a des réseaux de collaboration et d'influence entre eux. Être une personne qui connecte les gens et puis aider. Quand on rencontre des gens brillants qui ont de belles valeurs humaines, voir comment les connecter entre elles, comment les connecter à des opportunités. Et encore une fois, on se rend compte que donner est beaucoup plus gratifiant que prendre. Alors, plein d'études aussi sur la science du bonheur, etc., nous révèlent cette vérité-là. Pas d'attente de réciprocité. Important. J'ai appris, aider, j'attends rien en retour. Mais je le fais aussi parce que j'ai des croyances spirituelles qui me motivent à aider les humains et vraiment ne pas attendre d'aucun humain, ni une aide, ni quoi que ce soit. Moi, dans mon sens, je fais affaire avec Dieu, je sais que c'est la source de la richesse et puis du bonheur. Et donc, plus je peux aider les humains, plus je peux contribuer aussi à la protection de l'environnement et de la nature, plus c'est aligné avec mes croyances et valeurs spirituelles. D'où la bienveillance dans l'intention. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, l'intention d'apporter un changement positif pour les humains, améliorer la qualité de vie des humains, la qualité de vie dans nos sociétés. Et une autre que j'ai apprise d'un serial entrepreneur qui a été la première personne, le premier leader célèbre et influent avec lequel j'ai connecté et qui m'a appris ne jamais demander de l'argent à des gens riches. Demandez des conseils. Si vous avez un projet qui a un grand potentiel, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez le présenter, vous n'aurez même pas besoin de demander de l'argent. Ces personnes-là, elles-mêmes, vont prendre l'initiative de dire « Oh, moi j'ai envie d'entrer en partenariat avec toi ». Si elles croient en toi en tant que personne, et elles croient en ton idée, en ton projet, elles vont faire la démarche. Elles vont être même surprises de voir que tu ne leur demandes rien. Je pourrais vous raconter une anecdote plus tard dans la période de questions, mais c'est vrai. Elles vont même recommander éventuellement d'autres investisseurs ou d'autres partenaires. Et pour fermer la boucle et finaliser la présentation et revenir à cette opportunité d'Al Jazeera, desquelles ont découlé toutes ces opportunités. Et puis ça a été la rencontre de mon premier mentor, qui est là-bas, qui s'appelle Dr. Tariq Swaydan, qui est d'origine koweïti. Alors c'est un serial entrepreneur qui a un PhD aux États-Unis, qui a fondé plus de 10 compagnies et organisations à but non lucratif, publié plus de 125 livres, qui a même sa propre maison d'édition, qui a un peu révolutionné l'édition du livre arabe dans le monde arabe par sa qualité de production et puis ses illustrations et tout ça. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, 9,7 millions de followers sur X, 1,17 million de subscribers sur YouTube. Et donc, ça a été à travers lui que la connexion s'est faite avec Al Jazeera. Comment j'ai établi cette connexion? Je lui ai proposé de développer ensemble un programme de formation en leadership éthique. Parce que lui, sa spécialité, c'est vraiment le leadership, planification stratégique, créativité, innovation. Et donc, on l'a développé ensemble, sans aucune rémunération. Ça a été la première collaboration mise en place, parce que je savais qu'il était dans ce domaine-là. Ça m'a permis d'avoir une crédibilité quand j'ai rencontré l'ancien directeur général d'Al Jazeera et qu'il a su que je travaillais avec Dr. Tariq Swaydan, on a développé ce programme. Donc, ça a donné de la crédibilité. Et les deux ensemble se sont rencontrés dans un forum annuel juste avant que j'intègre Al Jazeera. Et puis, ils ont recommandé que je sois recruté à Al Jazeera. Donc, ça a été un peu l'histoire pour refermer la boucle. Voilà. Donc, j'espère que ces éléments, en tout cas, pourront vous servir éventuellement. Et puis, voilà, l'art de réseauter, ça reste
quand même une attitude, je dirais, bienveillante. Ce n'est pas nécessairement des calculs utilitaristes. Et je pense que quand on l'approche avec cette intention bienveillante de connecter du monde qui ont de belles valeurs, qui sont compétentes, et ça finit toujours par revenir. Même si on n'a aucune attente de réciprocité, les bénéfices vont en décoller. Certains en appellent le karma ou autre, mais c'est sûr que les bénéfices jaillissent au cours du temps. Merci beaucoup pour votre attention. Ma question est la suivante. Je sais que vous êtes quelqu'un de spirituel, vous croyez en comme la magie de Dieu en quelque sorte. Donc, est-ce que durant votre parcours, à un moment donné, vous avez eu cette idée, si seulement je savais ça ou j'ai su ça un peu avant, les choses auraient été différentes d'une bonne façon. Et c'est quoi cette chose? Superbe question. Moi, je fais régulièrement de la réflexion sur mes expériences passées. Donc, je regarde, je dis qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour le futur. Donc, c'est sûr que j'ai fait énormément d'erreurs, mais je n'ai pas de regrets parce que les intentions étaient bonnes. Et puis, c'est grâce à ces erreurs-là que j'ai appris, que je me suis développé. J'avais entendu une fois une histoire d'un très grand entrepreneur japonais, très très riche et qui a bien réussi au Japon, et puis qui donnait quasiment jamais d'entrevue aux journalistes. Et un jour, vers la fin de sa vie, il a accepté, il a dit « bon, je vais faire une seule entrevue ». Et il a posé comme condition à la journaliste qui venait lui poser la question, il lui a dit « vous avez droit à 2 questions seulement. Donc réfléchissez bien, qu'est-ce que vous allez me poser comme question ?» Alors la journaliste, première question, elle lui a dit bah, « comment vous expliquez votre succès? Qu'est-ce qui explique votre succès ?» Il lui a répondu « de bonnes décisions ». Deuxième question, comment vous avez appris à prendre de bonnes décisions? Réponse, en prenant de mauvaises décisions. Donc oui, définitivement, pour parler de réseautage. Par exemple, il y a des fois au début, où la première fois que j'avais approché mon premier mentor, il donnait une conférence à Toronto, au centre de conférence de Toronto. Je peux vous dire qu'il y avait à peu près 30 000 personnes. Et là, je me posais la question, bah, comment je vais faire pour lui parler? Il passe déjà derrière les trucs pour monter sur la scène. Et donc, l'idée que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit, je vais proposer aux organisateurs de l'événement de faire la traduction simultanée de son speech en anglais, de le faire en français pour l'audience francophone. Donc, comme ils avaient des booths là de traduction, ils m'ont dit, OK, on n'a pas de traducteur en français, c'est bon. Donc là, ça m'a permis d'aller derrière les coulisses. Et donc là, quand il venait, je l'ai salué, bonjour, bonjour. Je lui ai dit, ça m'intéresse de travailler avec vous dans une de vos compagnies, comme ça. Et puis, j'avais même préparé une lettre, je lui ai donné, il a été très gentil, il l'a mis dans son truc. Mais rien, après ça. Pourquoi? Parce que je demandais quelque chose. Et c'est là où j'ai appris vraiment la règle d'or du réseautage, c'est il ne faut pas approcher ces gens de dirigeants célèbres et influents pour leur demander quelque chose. Il faut les approcher pour leur offrir quelque chose. Parce que la plupart du monde va les approcher pour demander quelque chose. Alors que quand on vient, on étudie ce qu'ils font, on voit qu'est-ce qui peut les aider, et on se dit, moi, avec mes compétences, avec ce que je sais faire, comment est-ce que je peux les aider à faire ça? Et à ce moment-là, les approcher et leur faire la proposition de valeur. Maintenant, il se peut que nous, on n'ait pas de quoi les aider. Et à ce moment-là, il y a une solution. C'est d'être un intermédiaire avec quelqu'un qui peut les aider. Et donc, on peut approcher ce quelqu'un qui va les aider, on lui dit « Ah, qu'est-ce que tu penses si je t'introduis à telle personne ?» Et donc là, quand tu arrives à telle personne, tu dis « Voilà, j'ai quelqu'un qui va pouvoir t'aider. » Et c'est effectivement, on a aidé Dr Tareq, il a lancé une chaîne de satellite TV, qui s'appelle Al Resala. Et c'était un projet embryonnaire. Et puis, il était de passage à Montréal. Je lui ai rassemblé des personnes du monde des médias pour lui donner des idées. Donc, plusieurs années, ça a été vraiment de l'aide sans attendre. Dans ta présentation, tu as mentionné un mentor. Je voulais savoir, j'imagine que tu en as encore maintenant, mais je voulais savoir comment tu les sélectionnes et les gardes entre guillemets là. Oui. Alors, effectivement, moi, je sélectionne sur la base des valeurs humaines et de l'impact positif social qu'ils ont. J'aime aider les gens qui font du bien. Tout
tout simplement. Donc c'est sur cette base-là que je l'ai choisi. Maintenant, une fois qu'ils sont approchés, pour certaines, il y a des propositions de collaboration qui ont été mises en place ou proposées, pour d'autres pas. Mais ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de nourrir ce réseau en leur envoyant des choses utiles, que ce soit des études, je ne sais pas moi, des vidéos, en leur envoyant des personnes talentueuses qui peuvent les aider dans ci et ça. Donc, je nourris régulièrement le réseau. Donc, on a notre contact sur WhatsApp, mais régulièrement, c'est tout ce que je vois qui peut les aider, ben, je leur achemine dans leur direction. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Merci, je ne vais pas vous retenir plus longtemps.